La sortie en salle cette semaine de Boléro d'Anne Fontaine, avec Raphaël Persona dans le rôle de Maurice Ravel, nous a donné envie de reprendre notre série consacrée à la musique classique, en nous intéressant donc aujourd'hui, après Beethoven, Mozart, Bach, Schubert ou Satie, à Maurice Ravel. Car la musique de Maurice Ravel au cinéma, on l'entend beaucoup et a commencé bien sûr par le boléro qui pourrait presque faire l'objet d'un sujet à lui seul, un boléro en animation dans Allegro non troppo de Bruno Bozzetto, ou un boléro en prise de vue réelle dans Les allées d'un supermarché dans Cashback de Sean Ellis, un boléro omniprésent au cinéma, mais dans le même temps parfois relégué au second plan, comme dans Le Stalker d'Andrei Tarkovsky, mêlé au bruit d'un train. Un boléro qui s'est imposé au cinéma très tôt, car rappelons-le, l'œuvre de Ravel a été composée en 1928, et dès 1934, soit 6 ans plus tard, elle donne son titre à un film de Wesley Ruggles, avec sur la fin George Raft et Carole Lombard sur scène pour un ballet plein de fougue. C'est que le boléro s'est connu, avec sa structure en crescendo jusqu'à l'apothéose finale, prête à la métaphore sexuelle, et ce n'est pas Bill Plympton dans Les Amants électriques qui nous contredira, imaginant des préparatifs musclés avant le passage à l'acte, ni Baudérec et Dudley Moore dans Elle de Blake Edwards, pour des préparatifs peut-être un peu moins musclés, mais dans le même temps tout aussi efficaces. It's all right anyway, it's a long piece. Oh, Jenny. À part ça, le boléro, œuvre de la répétition et de la variation, a logiquement accompagné des films fondés eux-mêmes sur la variation. Ainsi, dans Rashomon, Akira Kurosawa fait retentir à plusieurs reprises un pastiche du boléro pour dire les variations autour d'un fait divers qui ne cesse d'évoluer en fonction de nouveaux témoignages qui en modifient la perception. De même, dans Les uns et les autres, Claude Lelouch imagine une fiction entremêlant les destins de nombreux personnages en parallèle, convergeant tous vers le même point, la représentation finale du ballet sur l'esplanade du Trocadéro avec Georges Donne sur scène, Bernard-Pierre Donadieu et Evelyn Bouix entre autres dans le public, et devant leur téléviseur, James Caan et tiens, Sharon Stone à ses débuts. Enfin, la structure complexe du boléro est évidemment idéale pour accompagner de longues séquences spectaculaires et sophistiquées, par exemple un vol de bijoux au Festival de Cannes, dans le Femme fatale de Brian De Palma, sur un pastiche signé Ruichi Sakamoto, ou encore une tentative d'attentat à la bombe tout aussi spectaculaire dans The Edge of Shadows de Kim Ji-woon. Enfin, terminons cette partie par un peu d'ironie, car certains n'aiment pas le boléro. Par exemple, André Luguet, dans Boléro de Jean Boyer, qui ne supporte plus que sa voisine du dessous, Denise Gray, écoute en boucle et fort le boléro lors de ses soirées mondaines. Allô? Allô, oui, c'est moi. Oh, c'est vous? Non, monsieur, non, je ne baisserai pas mon pick-up. Si ça ne vous plaît pas, allez vous promener. Je vous dis que je suis malade. Malade, vous ne comprenez pas? Alors agonisez vite, et fichez-nous la paix. Une exaspération, une lassitude, qui peut aussi parfois gagner ceux qui interprètent le boléro. En tous les cas, exemple fameux, Jacques Villeray, percussionniste, dans le court-métrage de Patrice Lecomte, le batteur du boléro. Mais à part ça,
Eh bien évidemment, l'œuvre de Maurice Ravel ne se résume pas au seul boléro. Déjà une autre composition célèbre, Pavane pour une infante défunte, a été elle aussi très utilisée au cinéma, par exemple par Robert Guédiguian à de nombreuses reprises, notamment dans Les Neiges du Kilimandjaro, dans cette scène mélancolique entre Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin. Ou plus récemment, Guédiguian toujours, dans Gloria Mundi, cette même pavane pour accompagner la sortie de prison de Gérard Mellan, le voyage en bus et la redécouverte mélancolique de Marseille à l'aube. Et puis l'enfance, comme souvent chez Ravel, et plus particulièrement avec la pavane, dans Roi et Reine d'Arnaud Desplechin, avec ses retrouvailles troublantes entre Emmanuel DeVos et son fils, qui nous plonge dans des abîmes de nostalgie. Tu es venue? Oui, je suis venue. Tu me regardes pas? Moi aussi, je te regarde. Et puis, Enfance et famille toujours, une version de la pavane à la guitare cette fois, dans le documentaire Petite fille de Sébastien Lifshitz, pour accompagner joliment l'éclosion de Sacha, jeune fille née dans un corps de garçon et qui s'apprête à revenir à l'école après un combat de haute lutte contre les préjugés. À part ça, une autre composition de Ravel a eu plus que d'autres les honneurs du grand écran, l'Adagio, deuxième mouvement du concerto en sol, notamment dans Éternité de Tran Anh Hung, au moment de revenir encore au territoire de l'enfance, bucolique et solaire. Regarde Mathilde. J'en ai d'autres. Mais aussi, au contraire, la longueur de l'Adagio a aussi signifié la douleur, notamment dans le Beautiful d'Alejandro Inarritu, avec un Javier Bardem en transit, condamné par la maladie. Enfin, les œuvres de Maurice Ravel ont aussi, souvent, célébré la nature, l'Éden, une certaine idée de l'élégie. C'est dans Fitzcarraldo de Werner Herzog, les rives de l'Amazonie, découvertes à l'aube sur Daphnis et Chloé. Ou ce sont les derniers instants de métamorphose de Christophe Honoré, le retour à la nature au bord de l'eau, sur le jardin féerique, issu de ma mère Loi. Ou c'est encore dans Song to Song de Terrence Malick, élégie encore, ce même jardin féerique qui berce les rapprochements entre Rooney Mara et Ryan Gosling. You love me? Why do you ask that? I like to hear it. You don't like to say it. I love you. Enfin nature, découverte et rapprochement toujours, dans Call Me By Your Name, Timothée Chalamet et Armie Hammer, à vélo dans la campagne italienne, sur le troisième mouvement de Miroir, une barque sur l'océan. Bref, la musique de Maurice Ravel est au cinéma partout, aussi bien citée par Jean-Luc Godard en ouverture de Passion, les premières notes du concerto pour la main gauche sur le bleu du ciel, que citée par le commandant Cousteau, mais oui, dans Voyage au bout du monde, la pavane, au moment de contempler les baleines en Antarctique sur le bleu de l'océan. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations des compositions de Maurice Ravel au cinéma, en tous les cas pour nous.
Notre numéro 5, commençons par une ouverture de film, et pas n'importe laquelle, celle de la famille Tannenbaum de Wes Anderson. Nous avons souvent évoqué dans Blow Up les citations musicales dans le cinéma de Wes Anderson, mais encore jamais celle-ci, le quatuor à cordes de Ravel donc, pour présenter en rythme ses personnages, face caméra et centré, bien sûr, Wes Anderson oblige. Notre numéro 4 concerne James Gray. Le cinéaste a souvent cité les compositions de Ravel, par exemple dans The Immigrant, mais surtout dans son film suivant, The Lost City of Z. Avec Charlie Hunnam, explorateur au début du XXe siècle, partant à la découverte de nouveaux mondes, et sur la fin, accompagné par son fils Tom Holland, avec lequel il a eu tant de conflits par le passé, et cette idée magnifique sur des photos sépia, rythmées par une brève citation de Daphnis et Chloé de Ravel, la découverte de peuples inconnus et la redécouverte de son fils, si loin, si proche, l'idée d'un accomplissement, d'une plénitude, belle et éphémère à la fois. Dearest Cheeky, this is the last letter you shall receive until we reach Z. The rest of our party is returning home. Jack is acquitting himself marvelously. Today we reached a tribe of Indians who told us of a cave entirely unknown to anyone outside of their clan. Un presente. Presente. They tell of an enormous rock there, covered with painted pictures of men and horses. Its location is perhaps the gateway to Z. Saraka. The chief has been very generous to us here, and he reminds me yet again that we are all made of the same clay. I expect we will be in touch with the old civilization within a month. Thereafter, our fate is in the lap of the gods. You need have no fear of any failure. Notre numéro 3, Les Prédateurs, que Tony Scott réalise au début des années 80, un film qui contient de nombreuses citations musicales de choix, du groupe Bauhaus au Lacmé de Léo Delibes, et puis il y a Gaspard la nuit de Ravel, et plus précisément son deuxième mouvement, le gibet, qui évoque les derniers instants d'un condamné à mort, et évidemment, de mort et de condamnation, il est question dans cette scène, un montage parallèle qui relie le temps d'une larme, une Catherine Deneuve vampire en deuil et une Suzanne Sarandon endormie et bientôt contaminée.
Notre numéro 2, Memory of Love, de Wang Chao, un film sur l'amnésie, celle de Hei Suzu, victime d'un accident de voiture et désormais à la recherche de ses souvenirs perdus, et notamment sentimentaux. Un film sur le retour progressif de la mémoire, scandé tout du long par la pavane pour une infante défunte de Ravel, et plus précisément dans cette scène clé où Hei Suzu passe de l'ombre à la lumière, de l'oubli à la mémoire. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, Un cœur en hiver de Claude Sautet, un film assez connu, rythmé par les compositions de Maurice Ravel, et notamment par le trio pour piano, violon et violoncelle, que l'on entend dès le générique début, et qui va accompagner le trio amoureux Daniel Auteuil, Emmanuel Béard et André Dussolier, tout en retenue et en non-dit, jusqu'à la scène finale, attention spoiler, avec un jeu de vitres caractéristique du cinéma de Sautet, celle de la voiture d'Emmanuel Béard ouverte et celle du café de Daniel Auteuil, désespérément fermée, le tout donc sur le trio de Ravel, plus beau et mélancolique que jamais.